Salut, c'est Wolf et bienvenue pour ce 10e épisode de Comics in Motion. Quand on parle de responsabilité, d'esprit d'équipe et d'aventure cosmique, on en arrive vite à penser au Chevalier d'Émeraude. Stop! Non mais t'es sérieux là? Bonjour Casabule. Sérieux, à propos de quoi? Tu vas encore nous vanter les mérites d'un super-héros? Et quand est-ce que tu vas nous parler d'une héroïne? Bah, j'ai parlé d'Alana de Saga. Ça compte pas ça, c'est un couple. Attends, t'es en train de nous dire que les femmes font pas de bons super-héros? Tu as raison, on va rattraper le coup en parlant de Wonder Woman. Le renouveau de Diana est dû à la plume de Brian Azzarello, connu dans le monde des comics pour son travail sur sa propre série 100 Bullets. Il est aussi connu pour avoir écrit de très belles histoires pour Superman avec Luthor ou encore Joker pour l'univers de Batman. En somme, un scénariste aimant travailler l'aspect sombre et réaliste de ses personnages et moins le côté coloré des héros. Récemment, il a aussi signé le scénario des séries Before Watchmen consacrées à Rorschach et aux comédiens. Et on a aussi appris depuis peu qu'il allait co-scénariser avec Frank Miller le très attendu The Dark Knight 3, The Master Race. À la planche en dessin, on retrouve Cliff Chiang, rendu célèbre pour son travail sur la série Human Target, pour Green Arrow, Black Canary ou encore Crisis Aftermatch, The Spectre. Wonder Woman n'est pas la première rencontre entre les deux hommes, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble dans Tales of the Unexpected sur une histoire en 8 parties sur le Dr. 13. Guerrière farouche et princesse des Amazones, Diana a quitté son île pour rejoindre le monde des hommes en tant que Wonder Woman. Mais en sauvant une jeune femme enceinte des griffes des monstres mythologiques, elle ne s'attendait pas à lever le voile du mystère de ses origines. Suite à cette découverte, Diana va devoir affronter la colère d'Héra, les machinations des autres dieux de l'Olympe, faire face à sa nouvelle nature et protéger la mère et son enfant. Alors quand les dieux, demi-dieux et même le premier-né, premier enfant de Zeus et Héra, banni et oublié de l'histoire, décident de se mêler à tout ça, ça fait des étincelles. Cet arc de Wonder Woman a été publié aux USA par DC Comics en 37 épisodes, de septembre 2011 à décembre 2014. En France, elle a été éditée en album relié de 6 tomes par Urban Comics depuis juin 2012. On connaît tous Wonder Woman, la princesse Diana de la tribu des Amazones, qui tient ses origines de la mythologie grecque. Elle a des super pouvoirs et des cadeaux des dieux, tels qu'un lasso qui fait dire la vérité et des bracelets à l'épreuve des balles. On connaît en revanche un peu moins son créateur, William Moulton Marston, qui est un psychanalyste et l'inventeur du polygraphe, le détecteur de mensonges. Wonder Woman, elle est créée en 1941, à ce moment-là on est en pleine guerre mondiale, les hommes sont partis au front et les femmes les remplacent dans l'industrie. Le but de Marston, c'est de montrer que les femmes sont les égales des hommes, voire supérieures à eux en de nombreux points. Marston, il est aussi connu pour ses idées féministes, et pour être en couple polyamoureux avec deux femmes cultivées et qui ont suivi des études, fait assez rare pour l'époque. Avec Wonder Woman, Marston essaye de créer l'avènement d'une société matriarcale en laquelle il croit et d'inverser le stéréotype de la demoiselle en détresse puisqu'elle vient au secours de Steve Trevor. Ça marche assez bien puisque dans les années 40, Wonder Woman bat les chiffres de vente de Superman. Au fil du temps, elle perd et retrouve ses ambitions féministes jusque dans les années 60 où elle perd carrément ses pouvoirs et donc son intérêt et devient à son tour la demoiselle en détresse. Il faudra attendre les années 80 avec George Pérez pour qu'elle retrouve ses pouvoirs et devienne la princesse Amazon super puissante qu'on connaît aujourd'hui. Toute l'histoire repose sur une prophétie voulant que le dernier héritier de Zeus, qui comme par hasard a disparu, va prendre l'Olympe. Et le rôle de Wonder Woman dans tout ça, protéger Zola, la jeune femme enceinte portant cet enfant. Tout ceci est le début d'une épopée faisant croiser le chemin de nombreux personnages hauts en couleur, mais aussi le début de la dépendance de Diana envers les autres afin de se définir elle-même. Plus on avance dans le récit, et moins on est sûr des relations entre les personnages, de leur objectif, ce qui crée une ambiance très proche du thriller. Et rien que pour ça, ça nous indique qu'on est bien loin du monde des super-héros. Avec ce relaunch New 52, Azzarello décide de nous raconter les origines de Diana, contant un vrai mythe grec moderne, s'éloignant du reste de l'univers DC. Diana reste la définition même de ce qu'est une super-héroïne, mais ses origines se voient donc changer. Cette dernière n'est donc plus sculptée dans l'argile, il ne s'agissait en fait qu'un mensonge visant à la protéger. Elle est en fait la fille d'Hippolyte et de Zeus. Et au final, on se rend compte que ce n'est pas l'argile qui fait de Wonder Woman ce qu'elle est, mais bien ses valeurs et le fait d'avoir été élevée sans homme. Avoir une famille de dieux fait que Diana semble encore plus empathique, lui permettant de mieux s'identifier aux mortels et autres demi-dieux. Elle va être la boussole morale des dieux qui en manque cruellement. Pour résumer, la mythologie grecque, c'est une sorte de soap opéra avec son lot de mensonges, de meurtres et d'infidélités.
développés. Mais bien souvent dans les fictions, les dieux peuvent être assez ennuyants. Ils sont souvent les représentants d'une émotion ou d'une idée, que ce soit la luxure ou la guerre, et sont souvent des caricatures de ce trait. Et la force d'Azzarello est d'arriver à leur offrir de la caractérisation. Guerre par exemple, est un guerrier, mais ses yeux n'ont plus aucune expression. Rien qu'en se déplaçant, il laisse des traces de sang. Il est épuisé, fatigué, et nous montre qu'être le dieu de la guerre est en fait une malédiction. Ça me peine, petite, que tu ne sois pas mieux lotie depuis que je t'ai quitté il y a toutes ces années. En tout cas, ce n'est pas pire. Je ne veux pas de ton aide, War. Mais tu en as besoin. Et toutes ces années, cela fait juste 10 ans. N'est-ce pas une goutte d'eau dans l'océan pour toi? Juste 10 ans ça me semblait plus. Ma vie, c'est comme si je la vivais à l'envers. Quand j'étais jeune, les jours se mesuraient par la tombée de la nuit. Maintenant que je suis vieux, ils n'ont plus de fin. Où allons-nous? Le barman m'a dit qu'ils avaient un jardin sur le toit. Je parie que c'est quelque chose à voir, donc allons-y. Je ne suis plus la même depuis que tu m'as abandonné, War. Vraiment? Et le même niveau de caractérisation est fait pour tous les habitants de l'Olympe, qu'il s'agisse du malicieux Hermès, de l'intrigant Apollon ou de la jalouse Héra. Mais au final, qui est Wonder Woman? Non, je ne suis pas encore atteint d'Alzheimer et je sais qu'on est déjà revenu sur les origines de Diana, mais c'est bien la grande question que se pose Azzarello. À travers toute son histoire, Azzarello essaye de nous faire redécouvrir l'identité de Wonder Woman, à un niveau méta. Au final, que représente Wonder Woman pour l'univers DC et pour l'univers de la fiction en général? Est-elle un symbole du féminisme, une vaillante étrangère, la dernière Amazone, une amie attentionnée, une puissante guerrière, un membre de la Justice League, une déesse de l'Olympe? C'est pour cette réflexion que le passage d'Azzarello sur la série restera dans les mémoires. Diana elle-même se pose des questions sur son identité, parfois en insistant auprès de sa mère qu'elle n'est pas Diana mais Wonder Woman, et en disant aux autres que Diana est qui elle est et Wonder Woman juste quelque chose qu'elle fait. Du coup, l'opposition entre son rôle et son identité devient quelque chose de primordial dans l'histoire, d'autant plus quand elle va devoir prendre place dans le panthéon grec. Plus Diana en apprend sur elle-même, plus nous en découvrons aussi, et ça autant à travers ses compagnons et ennemis qu'à travers la princesse elle-même. Au final, elle incarne tous ses rôles de différentes manières et à différents moments, souvent en opposition à quelqu'un. Et c'est ce qui est intéressant dans ce run, car comme pour chacun de nous, savoir qui l'on est n'est pas chose aisée, même si on est une princesse amazone demi-déesse avec des super pouvoirs. L'auteur décide de ne quasiment pas rattacher son récit à l'histoire pré-New 52 de Wonder Woman, mais en même temps, il prouve à de nombreuses reprises être un héritier des thèmes chers à William Moulton Marston. Azzarello explore les principales valeurs de Wonder Woman en nous montrant tout ce qu'elle n'est pas, en nous montrant une dichotomie entre Diana et les gens partageant sa vie. Guerre est impitoyable, Diana est pleine de miséricorde. Orion est impétueux, Diana est mesurée. Le premier-né est implacable, Diana est capable de compromis. À travers ces relations, on peut voir un motif se créer où trop souvent Diana est mise dans une position où elle doit être tout pour tout le monde et donc s'effacer en tant que personne. Tu sais quoi, Orion? Tes insinuations, elles sont une perte de temps. En plus, elles ne sont pas terribles. Tu les comprends donc. Ah! Je peux vivre sans ton manque de respect. Peux-tu vivre sans elle? Je ne veux pas... Alors respecte-moi, ou je te les arrache, c'est compris? Ouais... Azzarello travaille par petites touches sur de nombreuses thématiques, comme le fait d'insister sur le fait que le lasso de Diana n'est pas une arme, mais juste la vérité, bien qu'elle prouve très vite que la vérité est une arme entre ses mains. Dans une autre scène, on peut voir Guerre expliquer à Diana que les armes sont la vérité, un motif qu'on peut revoir dans le final de l'arc. Plus que le concept de vérité, l'une des valeurs importantes chez Wonder Woman est la confiance et la soumission, un concept qu'on ressent dans la seconde moitié de l'histoire. Pour Diana, la confiance est le plus grand cadeau qu'on peut faire, et sa perte peut être un coup cinglant. Pour le premier-né, avoir confiance est quelque chose d'impossible. Tout ce qu'il connaît, c'est le rejet. Du coup, comment pourrait-il avoir confiance en quelqu'un pour quelque chose? À un moment dans l'histoire, Diana offre une revanche à Artemis en échange de son aide pour retrouver Zola. Artemis supplie Diana de se rendre, Diana accepte, sachant qu'en lui donnant sa confiance, elle gagnera ses faveurs. Diana se soumet, mais de son propre choix. Elle fait confiance à Artemis parce qu'elle lui a demandé, pas parce qu'elle y a forcé. Artemis en profite même pour se moquer de sa demi-sœur en soulevant à quel point celle-ci aime la soumission. Dans le même temps, on a le jumeau d'Artemis, Apollon, qui torture le premier-né afin qu'il lui soit obéissant. Sauf que le premier-né ne se soumettra jamais parce qu'on ne lui a jamais laissé le choix. Comme le dit Diana vers la fin, la soumission est une question d'amour. Le premier-né ne peut être brisé puisqu'il ne connaît que la haine. On peut limite se demander de qui parle cette histoire. C'est l'histoire de la jalousie de Héra envers son mari Zeus et de ses liaisons avec les mortels. C'est l'histoire de Poséidon et d'Hadès se battant pour le trône de Zeus après sa disparition. C'est l'histoire d'Apollon venant tout chambouler avec l'aide de sa sœur Artemis. C'est un peu tout ça, mais c'est surtout l'histoire de Zola et de son enfant. Diana n'a l'air d'être qu'un personnage secondaire de sa propre série, même quand Azzarello tente de nous raconter son voyage personnel. Un paradoxe pour ce personnage censé représenter l'émancipation de la femme. Diana est plus dans la réaction que dans l'action, lui donnant plus le rôle d'un miroir montrant en Dieu leurs défauts. Il faudra attendre la fin du récit
récit pour voir notre héroïne sortir de l'ombre de sa famille. Elle découvre ses forces, prend le contrôle du conflit, mais cette décision arrive si tard dans le récit qu'on a limite l'impression que le tout n'est pas mérité. Malgré les nombreux parallèles qui sont faits entre Diana et les autres personnages, la relation entre Diana, Zola et Hera est le cœur du livre. On fait face à trois visages d'un même archétype, celui de la déesse mère des Wicca. Wonder Woman y est la jeune fille, Zola la mère et Hera la vieille femme. Azzarello nous dépeint à son habitude un univers où la moralité est assez grise et nous offre toujours des dialogues de qualité, plein de jeux de mots, exprimant souvent très bien les émotions des personnages et arrivant à placer un sous-texte des plus intéressants, que ce soit sur le féminisme ou la nature humaine. Au fur et à mesure des pages, il arrive à nous faire haïr, puis nous faire prendre d'affection pour ces dieux si étranges. Son récit est rythmé, sans temps mort, rendant la lecture terriblement fluide et il est très dur de lire un tome sans avoir envie de lire la suite tout de suite. Azzarello est bien plus à l'aise avec les univers réalistes qu'avec les histoires de super-héros et du coup, il n'évite pas quelques clichés ou incompréhensions venant ternir un petit peu son histoire. On notera par exemple le moment où Wonder Woman, hors de son personnage, insulte sa demi-sœur de salope, ou alors de savoir quelle est la nature exacte des pouvoirs divins de Diana. Et là encore, tout n'est pas au top dans ce récit. Azzarello nous offre une histoire complexe, contenant elle-même des sous-intrigues, mais le tout commence à faire beaucoup trop au bout d'un moment, au point d'en devenir un problème récurrent dans la série, même si le lecteur a quand même envie de connaître le fin mot de l'histoire. Et du coup, l'excellence des deux premiers tomes baisse un peu par la suite, dû à un rythme toujours effréné, une histoire qui stagne, un effet de surprise qui est un peu passé et au fait de faire intervenir trop de personnages. Il n'y a pas de pause et le tout fatigue un peu le lecteur. De même, la partie avec le premier-né prend beaucoup trop de place et est trop répétitive. On comprend vite qu'il s'agit d'un monstre, qu'il ne changera pas, qu'il n'est là que pour être le méchant de service. Du coup, on n'a jamais de compassion pour lui et on a du mal à comprendre comment Diana n'essaye pas de se débarrasser plutôt de la menace qu'il représente. La fin de l'histoire est l'occasion de voir se succéder de nombreux combats qui eux aussi deviennent lassants, car le but est toujours le même, tuer le fils de Zola, et que les combats se déroulent toujours un petit peu de la même façon, avec Wonder Woman et son adversaire s'élevant dans les cieux pour venir s'écraser au sol brutalement en faisant un maximum de dégâts. D'autant qu'elle combat avec force et courage, mais bien souvent sans comprendre pourquoi, ni élaborer un vrai plan. Avec cette nouvelle version de Wonder Woman, Azzarello signe là l'un des concepts les plus ambitieux des New 52, une version originale et accessible aussi bien aux néophytes qu'aux fans de toujours. Il arrive à apporter une véritable originalité au titre en le rendant très rythmé, bourré de rebondissements, de jeux d'alliance et propos intelligents. Scénariste de 100 Bullets oblige, on a affaire à une histoire assez sombre, n'hésitant pas à aller du côté du gore par moments, avec des Amazones plus proches des soldats spartiates de Frank Miller dans 300 que de leur précédente itération. Chung nous offre des lignes solides et lourdes, donnant au personnage et à l'environnement un poids. Le tout est très simple et épuré, se démarquant pas mal de ce que les autres titres New 52 ont pu produire. On retrouve un soupçon de Silver Age dans l'esthétique de Chung, qui vient parfaitement coller au récit mythologique d'Azzarello, créant un environnement de magie venant contraster avec les colonnes de marbre du monde de Diana. L'artiste nous offre des planches avec de beaux environnements variés, immersifs et peu de fonds de couleurs unis. Le découpage est assez classique, mais le tout reste des plus agréables. On pourra remarquer le talent de Chung dans la manière de représenter la princesse Amazon, qui, sans être ultra sexualisée comme par le passé, reste belle. Ses muscles sont bien développés et l'on n'a aucun mal à se dire que ce corps appartient à un super-héros. Hélas, le plus grand défaut du travail de Chung sur le run, c'est qu'il n'arrive pas à tenir le rythme mensuel et ne dessine pas tous les épisodes. Évidemment, il est épaulé des backup artistes Tony Atkins et Koran Suzuka, qui ont produit au final un peu plus d'un tiers de l'arc. D'ailleurs, ces deux artistes proviennent eux aussi de chez Vertigo, comme Azzarello et Chung, et témoignent un peu de la volonté de faire de Wonder Woman quelque chose ne ressemblant pas à ce qui a été fait ailleurs chez DC. Chacun de ces artistes a ses forces. Atkins arrive à rendre le même niveau d'énergie que Chung et réussit à bien rendre la personnalité de chaque personnage, alors que Suzuka, qui se rapproche plus du style de Chung du point de vue des lignes et du storytelling. Mais aucun des deux n'arrive à la cheville de Chung, et l'on comprend mieux pourquoi les moments les plus cruciaux de cette histoire lui ont été confiés. Chung a lui-même designé la plupart des personnages et éléments de l'histoire, créant un véritable langage visuel codifiant le récit d'Azzarello. Il représente leur rôle et montre aussi l'humanité des dieux, au lieu de les représenter en toge comme on a l'habitude. Chaque design de dieu raconte à lui tout seul une histoire sur le personnage en question. D'ailleurs, on remarquera que Guerre ressemble étrangement à Azzarello, non? Dans les bonnes idées, on pourra noter la vision de l'enfer assez inattendue, le représentant sous forme d'un lieu très lumineux, le fait d'inverser la luminosité entre la lune et le soleil, de donner à Dionysos une queue de renard et des crocs. Chaque design met en avant des aptitudes, mais aussi des aspects moins évidents de la personnalité des dieux. Chung livre aussi chaque couverture du run, et c'est certainement la partie la plus bluffante de son travail, tellement elles sont pleines de symbolisme, tout en étant très minimaliste. On pourra aussi noter le travail démentiel du coloriste Matthew Wilson, présent sur tous les numéros et dont les couleurs lient le tout. Sa palette de couleurs va du marron boueux, rouge sanguin du monde des Olympiens à l'atmosphère ultra moderne et très civilisée du monde contemporain, et permet de stabiliser la vision de Wonder Woman entre les différents dessinateurs. Cette aventure de Wonder Woman est un excellent exemple du potentiel du monde des super-héros, mais aussi du piège que peut être le fait de revitaliser un personnage ayant 75 ans d'histoire. Les thèmes centraux de vérité, soumission et de confiance ne sonneraient pas pareil s'ils n'étaient pas rattachés au personnage de Wonder Woman. On a affaire à un titre qui comprend parfaitement les valeurs de son personnage principal et cherche à honorer l'héritage de son créateur, et pourtant n'arrive pas à trouver un moyen de le faire, mais réussit quand même à répondre aux attentes des plus grands fans. Ce titre a clairement réussi à identifier les choses que n'est pas Wonder Woman, mais a du mal à clairement dire ce qu'elle est. Sous la coupe
d'Azzarello et Chiang, Wonder Woman montre le potentiel, le talent et le style qu'auraient pu être l'ensemble des New 52, même s'il échoue à redéfinir son sujet en fonction du 21e siècle. Loin d'être l'histoire parfaite, cette réécriture de la guerrière amazone reste d'un très haut niveau et marquera la mythologie du personnage pour un bon moment. Les nouvelles origines de Wonder Woman. Une galerie de personnages travaillés, un bon rythme, une belle plume, le talent de Chiang. Hélas, Chiang n'est pas toujours là. Une certaine longueur et répétitivité sur la fin. On n'évite pas certains clichés. Voilà, ce Comics in Motion est donc terminé. J'espère qu'il t'aura donné envie de réviser ta mythologie grecque et d'en apprendre toujours plus autour de Wonder Woman et son nouveau statut. Encore un grand merci à Casabule d'être venu me prêter main forte dans cette tâche. N'oublie pas de jeter un coup d'œil à sa chaîne pour en découvrir un petit peu plus sur le monde de la bande dessinée. Et toi, tu en penses quoi du run d'Azzarello et Chiang sur Wonder Woman? Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux, à faire découvrir ce comics à ton entourage, à t'abonner et à me rejoindre sur Twitter et Facebook. On se dit à très vite pour parler à nouveaux comics. See ya! Notre frère, il est ici? Je t'ai dit qu'il était pas tout juste. Tu le laisses vivre dans... Je laisse rien faire du tout. Pourquoi tu penses que je contrôle quoi que ce soit? Peut-être parce que je t'ai laissé avoir un peu de contrôle sur moi. Bah, je suis ton grand frère, non? J'estime donc que tout cela correspond à un ordre hiérarchique. Et Diana, t'as pas à dire que j'ai un contrôle sur toi. On sait tous les deux que c'est pas vrai. Il y a ici des pouvoirs plus anciens en jeu.